Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Décryptage. Vous êtes sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, vous le savez, depuis quelques heures au Bénin, l'actualité est occupée par l'affaire d'interpellation du général Louis-Philippe Rouléon, général de police à la retraite depuis quelques mois déjà. Des voix s'élèvent pour en parler. Quelles en sont les issues? En attendant d'avoir les premiers éléments officiels, nous allons essayer de conjecturer par rapport à cette actualité avec notre invité en plateau. Il est un journaliste. Et puis, dans le deuxième sujet, on évoquera l'élection, le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump suite à l'élection présidentielle américaine tenue le 5 novembre dernier, suite à sa victoire sur Kamala Harris. Pour en parler, je suis avec Koshimo Rumbadji, cher ami, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous analysez les sujets de l'actualité. Depuis quelques heures au Bénin, la toile s'enflamme avec ce dossier de l'interpellation de M. Louis-Philippe Rouléon. Déjà, êtes-vous surpris par cette information qui est distillée sur les réseaux sociaux et qui est confirmée par les proches de l'homme en question? Bon, je pense que je ne suis pas surpris et je pense d'ailleurs que beaucoup dans le pays ne sont pas surpris. L'entourage de l'intéressé, je pense il y a 3 jours seulement, il y a un communiqué qui est sorti pour alerter donc, sur cette interpellation qui était en préparation. Et même avant, il y a un mois de cela, on avait déjà eu un communiqué du genre. Donc, je pense même que lui-même, il savait que, voilà, tôt ou tard, il serait pris. Justement, il n'est pas, Philippe Mounéon n'est pas un citoyen lambda, c'est pas un simple citoyen comme nous autres. Et je pense que dernièrement, il a fait quand même des sorties. C'est vrai, pour le moment, on ne sait pas ce qui lui est Oui, reproché. on ne connaît pas encore les Voilà, motifs. donc, mais quand je dis je ne suis pas surpris, et je sais que beaucoup ne sont pas surpris, c'est qu'on fait tous allusion donc, à cette dernière déclaration. Et si lui-même, à plusieurs reprises, il a redouté son arrestation, je suis sûr que c'est en lien donc à cette déclaration qu'il a eu à faire. Ce qui est sûr, je pense que d'ici là, parce que comme je l'ai dit, c'est pas un citoyen lambda, le procureur va certainement sortir pour nous dire clairement ce qui lui est reproché. D'accord. Mais on peut s'attendre aussi à ne pas avoir de sortie, puisque Oui, c'est possible. c'est selon... Le procureur ne sort pas sur tous les dossiers, Tout à donc, fait. ouais, mais on espère pour mieux comprendre ce qui s'est Ce passé. qui s'est passé. D'accord. Donc, sachons raison garder et attendons justement d'avoir tous les éléments officiels sur cette affaire, sur ce dossier-là. On a vu sur les réseaux sociaux des personnalités politiques, voilà, notamment de l'opposition, qui font déjà des déclarations. Est-ce que quelque part, on ne va pas très vite en conjecture? On a vu le cas de Steve Amoussou dans ce pays où les opposants se sont enflammés, ils l'ont traité de frère en vie. Après, eux-mêmes, ils se sont ravisés pour dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'il est frère en vie. Donc, est-ce que par rapport à de tels dossiers, il n'est pas sage de garder son calme et de ne pas trop vite aller dans des déclarations précoces? Évidemment, mais après, chacun est dans son rôle. Vous l'avez dit, ce sont des acteurs de l'opposition. Tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, quand vous écoutez un peu les déclarations, quelque part, les dernières sorties donc de Philippe Rouléon, si on peut l'analyser, peut-être quelque part l'opposition y trouve son compte, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, je pense que normalement, pour le cas de Steve Amoussou devrait déjà leur servir de leçon. Je crois que sur des sujets comme ça, il faut, parce que Rouléon, à ce qu'on sache, n'est pas politicien. Tout à fait. Il ne se réclame pas d'un parti politique. Donc voilà, qu'on sorte déjà pour faire des déclarations, alors même qu'on ne sait pas officiellement ce qui lui est reproché, je pense que il ne faut pas aller trop vite en besogne. D'accord, il ne faut pas aller trop vite en besogne, il faut attendre justement une version officielle sur tout ce qui pourrait
être contenu dans ce dossier-là. Voilà, on va parler maintenant d'un monsieur sexagénaire qui retourne à la Maison Blanche, une maison qu'il connaît bien d'ailleurs. Il s'agit de Donald Trump. Le 5 novembre dernier, la Maison Blanche lui a ouvert encore ses portes pour les 4 prochaines années. Il n'a pas encore pris officiellement en fonction puisque c'est dans 2 mois qu'il sera installé, notamment le 20 janvier, mais il occupe l'espace médiatique aux États-Unis d'Amérique. Êtes-vous surpris déjà de son retour à la Maison Blanche? Non, parce que Donald Trump, je pense qu'il a annoncé. Et première leçon que je tire, c'est qu'en politique, il faut de la méthode. Et en politique, il faut travailler sur le long terme. Il faut travailler dans la durée. Je crois que Donald Trump a préparé son retour depuis 2021. C'est-à-dire, dès qu'il a remis le pouvoir, il a dit lui, il reviendra. Et il est revenu. Et on a vu pendant 4 ans, c'est sans relâche. Il était au front, il était donc présent malgré les ennuis judiciaires qu'il a eu et tout. Je pense qu'il s'est en sorti. Après, en face, je pense que le président sortant n'a pas bien joué le jeu parce que il s'est retiré. Je pense qu'il s'est retiré un peu tard. Au mauvais moment. Au mauvais moment, ce qui n'a pas permis donc à Kamala Harris donc de bien se préparer. Et au moment où le président sortant se retirait, les démocrates n'avaient plus donc cette possibilité ou assez de temps d'organiser les primaires. Donc la candidate Harris s'est retrouvée un peu comme une candidate imposée entre griffes aux démocrates. Je pense qu'il y a tout ça qui a joué un peu en faveur donc de Donald Trump. D'accord. Alors, quand on regarde cette élection à plusieurs enjeux, c'est vrai qu'il y a assez de leçons qu'on pourrait en tirer, mais même si certains observateurs ont estimé que Joe Biden s'est retiré un peu tard, au mauvais moment, vous l'avez dit, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi le signe, et ça c'est peut-être une autre piste d'analyse pour une autre leçon, ce n'est pas aussi le signe que les États-Unis d'Amérique, quoi qu'ils soient la première puissance au monde avec toutes les caractéristiques qu'on veut, ne sont pas encore prêts à porter une femme à leur tête? Absolument, je pense que le peuple américain n'est pas encore prêt. Donc, quelque part, il y a beaucoup qui ont voté pour Trump, pas forcément parce qu'ils sont convaincus pour le programme d'action qu'il propose. Et ça rejoint un peu ce qu'on observe dans les capitales africaines, dans les pays africains, où quelque part, où vous voyez des gens qui viennent au pouvoir, pas forcément parce qu'ils ont un projet de société assez intéressant, mais parce que le peuple veut juste sanctionner ou le peuple choisit... Ils sont choisis par défaut. Voilà, on choisit par défaut. Je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Après, il ne faut pas l'oublier, le soutien de Elon à Donald Trump aussi, qui a beaucoup joué. Donc, je pense que Donald Trump avait toutes les chances pour passer. Les chances étaient de son côté. Je pense que Kamala avait aussi compris à quelques jours des élections. Voilà. Mais on a reproché à Donald Trump sa verve. Il était quand même assez dur vis-à-vis de Kamala Harris. Kamala est la pire vice-présidente que les États-Unis aient eu. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour gagner une élection ou bien c'était une stratégie de campagne? C'est la marque déposée de Donald Trump. C'est sa marque déposée. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a pas encore pris le pouvoir, mais il occupe déjà l'espace médiatique. Il fait même déjà des nominations. Ça, c'est du Donald Trump. C'est du Donald Trump. C'est pour ça que je crois il y a quelques années, quand il s'est attaqué au président africain ou au pays avec je me suis dit non, mais quelque part, on retrouve un peu les gènes de ce qui se passe chez nous, on retrouve un peu chez lui. Donc, c'est sa marque déposée. Il faut tacler, il faut aller à l'offensive, il faut attaquer. Et Donald Trump, il n'est pas, en tout cas pour le discours qu'il sait, c'est quelqu'un qui n'est pas compatissant dans le discours. Lui, il ne fait pas de différence que vous soyez femme ou homme sur le terrain politique. Voilà, on se donne des coups et puis on en reçoit. C'est ça. À 78 ans, il revient à la Maison Blanche. Dans 4 ans, il aura donc 82 ans. On sait que la Constitution américaine, bon, comme plusieurs autres constitutions, un peu partout, n'autorise pas un troisième mandat. On sait qu'il en a déjà fait un. Il va démarrer le second en janvier. Et il a évoqué, j'ai suivi quelque part hier, où il évoque avec peut-être
une ironie à peine, l'éventualité d'un troisième mandat. Qu'en pensez-vous? Ça aussi, c'est du Donald Trump. Et je pense que quand vous le suivez bien, c'est quelqu'un qui ne fait pas tout ce qu'il dit. Ouais. Il peut faire du bruit, enclencher et tout, mais bon, après, voilà. Ouais. Et je pense que tout ça, c'est dans la provocation. Il sait que tenir un discours comme ça ne va pas plaire aux démocrates. Donc, je pense qu'il est dans l'ironie. Mais après, rien n'est impossible. Je crois que même aux États-Unis, la démocratie, ça subit donc des transformations. Ouais. Lorsqu'il a perdu la dernière fois, on a vu ce qui s'est passé. On se croirait dans un pays africain où voilà, on a échoué, mauvais perdant, où voilà, on se met à organiser donc des mouvements. On a vu qu'il aurait cru aux États-Unis. Donc, c'est pour dire rien n'est impossible. Avec Trump, il faut s'attendre à tout. Déjà, est-ce que c'est opportun qu'il fasse une telle déclaration? Mais comme je l'ai dit, c'est du Donald Trump. Il faut provoquer. D'accord. Les relations avec la France, notamment les relations avec l'Ukraine, les relations avec la Russie de Poutine, comment entrevoyez-vous tout ceci? Oui, très compliqué, parce que, et on a déjà vu des signaux, difficilement Poutine a félicité Donald Trump. Il a profité donc d'une tribune pour féliciter Donald Trump en indiquant qu'il reste ouvert. Mais je pense que les relations entre la Russie et les États-Unis vont beaucoup se compliquer, parce que la Russie ne regarde pas la tête de Donald Trump, mais la Russie regarde les États-Unis, le gouvernement et la position des États-Unis par rapport donc à la guerre en Ukraine. On connaît cette position-là. Donc, et la Russie l'a dit, ils vont essayer donc d'observer Donald Trump sur les actes, parce qu'il est dans le discours, mais après on va voir comment est-ce qu'il va se comporter dans les actes. Il a promis donc de régler la crise en procédant par le dialogue. Et je pense que la Russie reste donc ouverte, ils l'ont dit. Après, par rapport à la France, très compliqué également. Et je pense que Macron s'est empressé, il fait partie pratiquement des premiers dirigeants à féliciter Donald Trump, mais on sait tous pour les antécédents, on sait tous que ce n'est pas aussi enthousiasmé. Donc, à moins que Donald Trump, parce que c'est quelqu'un, il faut le dire, il est un peu aussi dans la provocation, dans les bras de fer, il aime bien ça. Donc, on verra comment ça va évoluer, mais c'est pas gagnant en relation Russie, États-Unis, France. Je pense que tout ça, c'est des trucs assez compliqués. D'accord. Alors, on sait aussi que les États-Unis d'Amérique occupent l'actualité parce que c'est quand même la première puissance mondiale, comme le disent certains. Mais la relation entre les États-Unis d'Amérique et le continent africain notamment a toujours préoccupé les observateurs. Quand il s'agit des élections là-bas, on se dit, mais est-ce que le nouveau président ou est-ce que le prochain président aura une pensée pour les Africains? On a vu tous les espoirs qui ont été fondés en l'élection de Barack Obama, qui a eu des origines kenyanes, mais rien n'y fit. Est-ce que concrètement, il faut attendre quelque chose de particulier chez Donald Trump au niveau des dirigeants africains? Non, déjà, je pense qu'il faut sortir donc de cette situation. Je crois que l'avenir de l'Afrique ou l'avenir des pays africains dépend donc du président des États-Unis ou de celui qui est élu aux États-Unis. Je pense qu'il faut sortir de cette situation-là. Après, par rapport typiquement à Donald Trump, non, mais il ne faut rien attendre. On connaît son discours par rapport à l'Afrique. On connaît son discours par rapport à l'Afrique, même pendant la campagne. Il a dit beaucoup de choses que je ne voudrais pas répéter ici. Donc, je crois qu'il n'y a rien à attendre. Après, vous savez, il y a des thématiques sur lesquelles l'Afrique évolue actuellement, qui sont donc soutenues par les États-Unis. Et pendant la campagne, j'ai vu Donald Trump pas très intéressé par cette thématique-là. Donc du coup, je pense qu'il y a ces sujets-là qui vont prendre un coup forcément. Parce que si le président des États-Unis n'est pas, par exemple, intéressé par c'est pas la thématique concernant l'avortement sécurisé, des questions qui concernent les droits de femmes et tout, vous savez, voilà, il ne va pas donc s'investir, et s'il ne s'investit pas, quelque part en Afrique, tout ça, ça va prendre un coup. Mais je pense que globalement, il n'y a rien il faut rien attendre, on doit pouvoir donc compter sur nos propres forces. Sur nous-mêmes. Ouais. Alors, une question, je dirais même question pour un champion, qu'est-ce que Donald Trump n'a pas fait en 4 ans lors de son premier mandat, et c'est maintenant
qui revient à la Maison-Blanche, qui va tout faire. Non, je pense que aujourd'hui, il a beaucoup plus d'arguments que lorsqu'il voulait renouveler son mandat. Et lorsqu'il voulait renouveler le mandat, la question était beaucoup plus adaptée parce que il venait de faire 4 ans. Tout à fait. Donc, on pouvait aisément dire, bon, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 4 ans et qu'il veut faire dans d'autres 4 ans. Mais là... Joe Biden a failli et lui a... Voilà, donné, et je pense qu'il a beaucoup d'arguments parce que là, il critique la gouvernance du président sortant. Donc, aujourd'hui, il peut aisément dire, je reviens pour remettre les choses en place. J'ai fait des choses pendant 4 ans qui ont été, en grippe peut-être saccagées. Donc, je reviens pendant 4 ans, pendant les 4 prochaines années, je vais remettre les choses en place. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus d'arguments et il annonce déjà des signaux, il annonce des réformes, rationalisation des ressources publiques, la restriction de la taille donc, du gouvernement. Il annonce déjà beaucoup de réformes. Il avait fait beaucoup de choses qui ont été remises en cause par Joe Biden. Je pense que là, il va remettre les choses en place. D'accord. On a vu, hein, il n'avait pas reconnu sa défaite. Il y a 4 ans, il n'avait même pas accepté recevoir son successeur. Il n'avait même pas assisté à la cérémonie de prestation de serment et tout, mais Joe Biden l'a reçu quand même à la Maison-Blanche. J'ai vu les images. Qu'est-ce que vous en pensez? Donald Trump, c'est un républicain. Joe Biden, c'est un démocrate. Tout à fait. Tout ça, c'est du Donald Trump. Tout ça, et il a dit à quelques heures, sinon, lorsqu'il est allé voter, il a dit s'il perd, il va accepter sa défaite. Mais on sait tous que s'il avait perdu, ça n'allait pas être aussi simplement. Donc, voilà. Si il n'avait pas reconnu sa défaite, il avait boudé le nouveau président. Tout ça, c'est sa marque déposée. Joe Biden, je n'ai pas dans cette logique-là. C'est quelqu'un de assez conciliant, assez pacifique, contrairement à Donald Trump qui est un peu trop dans la provocation. Voilà. D'accord. On voit que Donald Trump a une santé assez robuste, hein, à 78 ans. Bon, Dieu lui a fait grâce quand même. Physiquement, on voit qu'il tient. Oui, il tient. Il fait même des danses. Il fait même, voilà. Alors, projetons-nous quand même dans les 4 prochaines années. Est-ce que quelque part aujourd'hui, Kamala Harris, si vraiment elle ambitionnait de diriger les États-Unis d'Amérique, est-ce que ce n'est pas pour elle le moment de commencer par travailler dès maintenant? Oui, forcément. Un peu comme ce que Donald Trump a fait, justement. C'est sur la durée, parce que le processus électoral chez eux est quand même assez compliqué. Il ne suffit pas de réunir des foules pour espérer donc briguer la magistrature suprême. C'est beaucoup de choses, c'est assez compliqué. Donc, il faut travailler sur la durée. Donc, si elle veut véritablement diriger un jour les États-Unis, peut-être elle ambitionne être candidate dans 4 ans. Je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Le travail, voilà. Commencer par contacter, aller au contact, aller au charbon véritablement. Après, il faut dire, le système est bien organisé chez eux. Il n'y a pas forcément des actions individuelles détachées du groupe. Tout à fait. Donc, déjà à l'intérieur, elle va devoir donc convaincre d'abord ses confrères au sein donc, des démocrates. Et puis bon, parce que là, il y a les primaires, il faut convaincre à l'intérieur. Donc, c'est déjà le premier travail qu'il faut faire. Voilà. D'accord. Koshimo, merci beaucoup. C'est moi. On a parlé de ces 2 sujets, à savoir l'interpellation de Louis-Philippe Rounéon dans la nuit du 13 novembre 2024 au Bénin. Et puis, on s'est intéressé aux grandes leçons qu'on pourrait tirer de l'élection de Donald Trump qui signe son grand retour suite à la présidentielle américaine tenue le 5 novembre dernier. Il a donc battu Kamala Harris, qui est actuelle vice-présidente des États-Unis et candidate malheureuse, on va le dire comme ça, de ces élections. Koshimo Rungbadi, vous êtes journaliste, merci d'être passé par ici. Merci. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À bientôt.